Donc, on donne la parole tout de suite au docteur Noël Martinet de l'IRR de Nancy pour nous parler du Centre d'expertise, de ressources et d'appui Grand Est, séquelles de poliomyélite. À vous la parole. Alors, nous sommes deux. Donc, il y a également le docteur Pin, qui est médecin à l'ARS. Très bien. Donc, ce matin, le docteur Brunner de l'ARS vous a parlé d'un nouveau projet pour la région Grand Est, qui s'appelle Polio Grand Est, bien organisé, mon avenir. Et donc, moi, je vais vous présenter un petit peu la réflexion qui a été en amont de ce projet-là. Et puis, le docteur Pin va vous présenter également le projet tel qu'il a été conçu et financé par l'ARS. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver. Hein. Donc, voilà. Donc en fait, vous avez un président qui est quand même très actif, donc je ne le vois pas là, mais c'est pas grave. Donc Monsieur Cordier, qui en 2018 nous avait demandé, lorsque c'était encore le GLIP, donc dans la région, de faire une journée à l'Institut régional de réadaptation de Nancy, donc au centre Louis-Pierre Quint, qui s'appelait les Polio demain. Donc il y a sûrement des gens ici qui ont participé à cette journée. Et donc, quand on en avait discuté avec M. Cordier, l'idée, c'était de dire les médecins, on a besoin de renseignements pour pouvoir être le plus efficace possible dans la pathologie de la poliomyélite, notamment au niveau des séquelles et du vieillissement des patients. Et donc, on avait besoin de connaître l'état de santé, vos besoins, vos attentes, et puis également vos craintes et le regard que vous avez également sur le corps médical et paramédical. Donc on avait fait au cours de cette journée un sondage en direct, donc on posait quelques questions et vous aviez répondu par smartphone et on avait un petit peu discuté et donc j'en profite, c'était quand même en 2018. Il y avait eu 44 personnes qui avaient répondu, avec plus de femmes que d'hommes. Il y avait quand même 75% qui avaient plus de 61 ans, 25% plus de 60 ans. Donc, et beaucoup étaient de la région du Grand Est, puisque c'était organisé dans l'Est. Et sur les niveaux lésionnels, donc on avait quand même 90% des réponses qui étaient avec une atteinte des membres inférieurs, 22% les membres supérieurs, un peu moins au niveau rachidien, et puis quand même 15% de patients qui avaient une atteinte soit des membres, mais en même temps une atteinte respiratoire. Au niveau des marchands et des non-marchands, donc en fait, il y avait dans les non-marchands 13,6% de gens, il y a une erreur, qui utilisaient un fauteuil roulant électrique et à peu près 16% qui utilisaient un fauteuil roulant manuel. Et puis, dans les marchands, il y avait ceux qui font tous les déplacements dans la journée et dans leur activité. Et puis, il y a ceux qui faisaient les déplacements plutôt en intérieur et qui utilisaient un fauteuil roulant à l'extérieur sur des plus longues distances. Et donc, quand on regardait sur la population des marchands, qui était quand même de 86%, 15% seulement n'avaient pas d'appareillage, donc 20% avaient une orthèse du membre inférieur, 25% des chaussures et 25% à la fois les deux. Donc, on voit la part de l'appareillage au niveau des conséquences de la poliomyélite. Ce qui était important, c'était qu'on avait essayé de voir pour évaluer la qualité de vie de ces personnes avec une échelle de 0, une très mauvaise qualité de vie, 10, une très bonne qualité de vie. Donc, on n'a pas eu de réponse en dessous de 4. Donc, ça démarrait au-dessus de 4. Et puis, 2,3% qui disaient 10, mais la plupart étaient plutôt entre 6, 7, 8. Donc, voilà. Et puis, ce qui nous intéressait, c'était... on avait demandé à chacun de dire 3 craintes qu'il avait par rapport à l'avenir. Et donc, on avait quand même beaucoup de gens qui signalaient avoir une crainte par rapport à leur vieillissement, donc par rapport à la perte d'autonomie de la marche, être dépendant d'une tierce personne, donc être une charge pour l'entourage, que ce soit conjoint, enfant ou autre, ne plus pouvoir conduire à 40%,
ne plus avoir de médecins compétents, donc un tiers quand même, qui avait peur de ne plus avoir de médecins compétents, et puis une perte des capacités de faire les transferts qui était étonnamment basse, mais voilà. Donc ça nous a fait quand même pas mal réfléchir. Et donc dans ces journées, il y avait deux types de conclusions. Donc la conclusion du médecin, donc c'était moi, et puis la conclusion du polio, donc c'était M. Cordier. Donc je commence par la conclusion du médecin. Donc nous sommes habitués, nous, en tant que médecins de rééducation, à suivre des patients qui sont confrontés à des situations de handicap, mais quelle que soit l'étiologie, polio, traumato, neuro, autres. Donc c'est plutôt des médecins MPR qui connaissent quand même, ils connaissent peut-être pas la pathologie polio, mais ils savent quand même apporter leurs compétences vis-à-vis des situations de handicap. Alors la particularité un petit peu des personnes vieillissantes avec des séquelles de polio, donc, c'est qu'ils ont grandi avec une déficience au niveau des muscles, ils n'étaient pas tous présents ou pas tous efficaces, et donc ils ont un équilibre qui leur est propre à chacun. Et cet équilibre, donc c'est le système proprioceptif, il s'est développé en même temps que vous avez grandi. Et vous êtes très sensible aux moindres variations d'équilibre. Et donc on a des patients, on change 1 centimètre, il ne se passe rien. En général, un polio, on change 1 millimètre et il dit ça ne va plus. Donc c'est assez compliqué. Et c'est des fois ce qui fait un petit peu peur au corps médical ou aux soignants, c'est un petit peu cette sensibilité que vous avez. Et puis le vieillissement, il y a des muscles qui fonctionnent, tout d'un coup ils perdent un peu de force et hop, ils ne fonctionnent plus. Et donc on a un vieillissement qui est plus par à-coup. Donc ça c'est aussi un petit peu une particularité par rapport au vieillissement normal où on diminue progressivement. Et donc j'ai parlé de la sensibilité par rapport aux modifications d'appareillage, mais la deuxième conséquence, c'est qu'en fin de compte, ce sont des patients qui connaissent bien leur pathologie, donc qui ont une évolution de leur capacité avec l'âge, mais qui sont très exigeants donc, avec eux-mêmes et qui ont un projet de vie riche et qui veulent continuer sur ce projet de vie avec des capacités qui baissent. Et donc là-dedans, le médecin, il doit arriver à s'y retrouver entre ce que vous pouvez faire, ce que vous voulez faire, et essayer de faire coïncider les deux. Et ce n'est pas toujours facile. Donc voilà. Donc forcément, ça passe par une écoute du besoin, une analyse de tout le passé pour voir s'il y a eu des modifications, un échange pour aboutir à un compromis et fixer des priorités, donc un programme avec des priorités, et puis essayer de trouver des possibilités qui soient réalistes par rapport à l'avenir. Donc, la conclusion un petit peu au niveau médical, on va dire, c'était qu'il faut faire des échanges plus réguliers, donc entre les usagers et les médecins, et essayer aussi de créer des programmes de soins qui intègrent des bilans, des prises en charge plutôt courtes, mais avant que les problèmes ne surviennent. Actuellement, on voit surtout les personnes qui viennent quand ça ne va plus, quoi. Et on pourrait avoir une autre modalité de prise en charge, et c'est ce que le docteur Pain va vous montrer. Et puis il y avait les conclusions donc, du président de Polio France, qui disait que c'était des personnes plutôt positives, puisqu'elles avaient plutôt une bonne qualité de vie, mais qu'ils avaient quand même des craintes sur leur avenir. Et une des craintes, c'était de ne plus avoir de médecins compétents. Donc, la conclusion qu'il disait, c'était peut-être, en parlant des polios, donc de faire un appel aux médecins pour qu'ils gardent bien en tête le souci de former leurs jeunes confrères. Donc ça, c'était en octobre 2018. Et puis, donc, l'ARS a commencé à mettre en place dès février 2019. Donc, il n'y a pas eu de perte de temps entre le congrès et la réaction de l'ARS. Et donc, je vais laisser le docteur Pain présenter la réponse de l'ARS. Voilà, donc si vous voulez, moi je peux confirmer que, bien que connaissant bien le milieu de la neurologie, m'occupant du parcours maladie neurodégénérative, oui, m'occupant du parcours de la sclérose en plaques, du Parkinson, troubles neurocognitifs, quand on m'a demandé de prendre en charge cette thématique, j'ai dit, mais je ne sais pas ce que c'est, moi. J'ai fait Google. C'est quoi, syndrome post-polio? Voilà, donc pour dire qu'effectivement, il y a une méconnaissance
Et on comprenait mieux, avec ma collègue Madame Brunner ce matin, la difficulté pour vous d'avoir un médecin qui puisse entendre. Voilà, moi je suis une hospitalière, je viens de tout le secteur proche de la neuro, et j'avais jamais entendu parler de ça. Donc on s'est dit, il y a quand même un problème. Monsieur Lannelongue l'a inscrit dans le projet régional de santé 2018-2028, sous cette forme. Alors là, c'était assez laconique. Et en fait, on s'est dit tout de suite, il faut qu'on essaie de comprendre, et on va essayer de faire une carte d'identité, de mettre en place une démarche. Qui sont ces personnes qui ont des besoins en santé que nous, on ne connaît pas? Comment on peut voir, comment nous, on peut répondre à l'Agence régionale de santé pour améliorer leur parcours? Mais pour améliorer leur parcours, il faut le comprendre. Et c'est difficile, hein, les parcours des personnes qui sont peu nombreuses ne sont pas très étudiés. Et donc, on s'est dit, bon, bah, on va y aller. Voilà. Donc, j'ai contacté M. Cordier, le matin de Noël, je crois, ou la veille de Noël, et qui m'a expliqué vaguement ce que c'était que la polio et le post-polio. Et puis, on s'est dit, bah voilà, nous, on a décidé au niveau de l'agence, une carte d'identité à faire, établir le diagnostic du parcours. Bon, la crise Covid, ça ne nous a pas aidés, parce qu'on était un peu occupés à autre chose, pour essayer de proposer une feuille de route à Madame la directrice générale, dans le cadre du projet régional de santé, qui puisse correspondre aux attentes des gens. Ça ne sert à rien de construire des programmes si ça ne correspond pas aux attentes des gens. Ah, moi aussi j'ai des problèmes. Monsieur, on n'est pas les seuls. Voilà. Donc là, déjà un problème, savoir combien de gens dans la région Grand Est consomment des soins pour des séquelles de polio, pour de la polio. La réglementation, la codification de l'assurance maladie fait que on a penché nos systèmes de données, et ben on n'a jamais réussi. Vous n'allez pas souvent à l'hôpital, donc en fait, ou même quand vous venez à l'hôpital, comme tout le monde pense que c'est normal que vous ayez des séquelles de polio, ils ne codent pas dans les antécédents séquelles de polio. Donc on s'est rendu compte que là, on avait un problème. On s'est dit, la bande basse, il y a peut-être 5000 personnes sur la région Grand Est, on est 5 200 000 dans notre grande région. Au plus 10 000, je dirais plutôt 5 000. Alors, bon, déjà, difficulté pour identifier ces personnes dans la chaîne de soins, ce qui est quand même assez symptomatique du fait qu'on ne se préoccupe pas vraiment de vos séquelles de polio. On considère que voilà, c'est banal, même si vous venez pour autre chose. Donc on a missionné l'Observatoire régional de la santé Grand Est avec qui on travaille pour nous faire une étude auprès des usagers, étude co-construite avec M. Martinet qui connaît le sujet et pas moi, et M. Cordier qui connaît encore mieux le sujet, et puis l'équipe projet où il y avait des gens de la MDPH, de la CSRA, des représentants d'usagers. Donc on a construit cette étude pour comprendre les parcours de vie et de soins, pas seulement de soins, de ce public spécifique pour nous, et identifier la nature des besoins et les attentes. Monsieur Martinet vous l'a dit, hein, quand il avait fait son flash, il avait vu sur 44 personnes, et nous on a fait des entretiens dirigés, des questionnaires, pour essayer de quantifier c'est quoi la problématique que vous rencontrez et comment on peut vous aider. Alors, bah oui, mais quand même, hein. Je suis désolée, monsieur, hein, votre machine, elle ne marche pas. Hein, voilà. Les conclusions. Alors, déjà, une méconnaissance des professionnels de premier recours, parce qu'on a aussi interrogé les professionnels de premier recours. Donc, ça a confirmé que je n'étais pas seule à ne pas savoir ce que c'était. Ça m'a rassurée. Mais ce n'est pas rassurant pour les patients. Un accès centralisé apparaissait, un socle minimum d'informations qu'on peut trouver pour les professionnels de santé apparaissait quelque chose d'important, comme une première réponse. Si un médecin voit quelqu'un qui passe en vacances ou reprend quelqu'un dont le médecin traitant est parti à la retraite, c'est vous qui allez lui apprendre ce que c'est que la polio et les séquelles de polio. Et donc lui, il a besoin, bon alors il me dit ça, est-ce qu'il sait vraiment? Oui, il sait, mais il ne sait pas encore que lui ne sait pas et que vous savez mieux que lui. Donc ça peut créer des petits hiatus. Voilà, un accès à une information plus spécifique. Ensuite, des ruptures de parcours. Une errance pour pas mal d'entre vous, hein, avant de trouver la bonne personne qui peut répondre à votre besoin. Donc, il fallait quand même qu'on ait une information pour dire comment on se retrouve dans le système de santé qui n'est pas simple. Et puis, l'intérêt du partage de l'expérience avec les pairs. Quand on rencontre quelqu'un qui a eu ce problème, le patient devient expert, et ça, c'est ressorti beaucoup de l'étude. Après, problème de la prise en compte de la perte d'autonomie. La MDPH, elle ne comprend pas toujours pourquoi on va déposer un deuxième MDPH alors que vous êtes poliomyélitique depuis 50 ans et que finalement, pourquoi Donc, difficulté là aussi d'avoir l'accompagnement social qui va bien. Et puis, on l'a vu dans l'historique et dans l'histoire, vous êtes plutôt des gens volontaires. Vous ne voulez pas qu'on vous considère comme des gens diminués depuis l'enfance, et vous avez bien raison.
Et donc, interagir avec la MDPH qui ne connaît pas, c'est apparu comme quelque chose de difficile pour vous. Donc, l'accès aux droits. Et puis, la prise en compte du diagnostic post-polio. Déjà, c'est important que sur le plan collectif, on puisse reconnaître cette pathologie. Elle n'est pas reconnue en soi, parce que pour nous, ça nous oblige à une réponse institutionnelle. Puis pour vous, c'est important parce que ça légitime votre vécu et vous avez le droit d'être reconnu comme ayant une pathologie, comme d'autres pathologies sont prises en charge. Ah ben voilà, oui. Le bouton vert, il faut bien appuyer. Il faut bien appuyer sur le bouton vert. Donc je vais le casser, voilà. Donc, après un certain nombre de travaux de cette étude, du groupe de travail auquel on a participé avec M. Martinet, M. Cordier, on a réussi à se dire, il faut un projet innovant qui réponde à tous ces besoins. Donc, après un an quasiment de discussion, ce que nous, on a proposé, ce qu'on a construit avec M. Martinet, c'est de répondre à vos besoins tels qu'ils avaient été identifiés. Donc, on a pris l'Institut de réadaptation régional de Nancy, le professeur Paysan. L'expertise qui est connue sur la polio dans cette région, qui est la plus grande expertise qu'on puisse avoir sur la région. Donc on s'adresse aux experts. Et de dire, le centre Louis Perquien peut être la base de la construction de quelque chose. On va construire avec les centres Filsan de Strasbourg et Nancy, mais quelqu'un l'a dit, les neurologues de Filsan, ils s'occupent beaucoup de sclérose latérale amyotrophique, et ils nous ont bien dit, nous, on peut faire des diagnostics, mais après, la prise en charge, c'est plutôt les médecins de rééducation. Polio France, bien sûr. Les maisons départementales des personnes handicapées, parce que si on veut travailler sur le social, il faut. Et puis quelques communautés professionnelles de territoire, de communautés professionnelles de territoire. Celles de Nancy ont tout de suite adhéré. Les autres, elles vont progressivement adhérer. Et puis, identification par M. Martinet, et je l'en remercie, tout le travail qu'il a fourni. Il est très modeste, il ne dit rien. Mais il a fait le tour des popotes pour savoir où il y avait des ressources locomoteurs, quels étaient les gens qui étaient intéressés pour progresser en compétences, pour aboutir à ce que le centre Louis Perquien remplisse une mission qui est quand même multiple, c'est-à-dire d'être un centre référent régional d'expertise et d'appui, considéré comme un guichet, qu'on ait un guichet unique régional d'entrée pour les professionnels de santé qui cherchent des renseignements, ou une filière, comme pour les patients, où on a des nouveaux dispositifs qui s'appellent DAC pour les médecins quand c'est complexe, que tous ces gens-là sachent où s'adresser, que ce soit visible et lisible. Ensuite, qu'on ait des experts pour élaborer une stratégie de prise en charge des soins et la proposer, qu'on puisse faire de la prévention secondaire. M. Martinet vous l'a dit, nous on y tient beaucoup, c'est-à-dire que quand ça va être connu, c'est les gens qui n'ont pas encore de problème ou juste des petits problèmes, ils sauront qu'ils peuvent être pris en charge pour de la prévention secondaire. Si on vient trop tard, c'est trop tard. C'est dommage, on aurait pu. Donc si on pouvait se dire, faire passer le message de faire un bilan tous les ans ou tous les 2 ans, même si on va bien, c'est important pour prévenir l'avenir. Et puis, l'autonomie, c'est la MDPH et d'avoir un lien. Ensuite, d'avoir des filières territoriales. Tout le monde ne peut pas venir à Nancy. Sinon, M. Martinet, il faut qu'on le clone. M. Paysan, il faut qu'on le clone. Et il faut qu'on leur construise un gros bâtiment, et ils ne vont pas y arriver. Donc l'idée, c'est de partager l'expertise et de créer des filières territoriales et permettre aux gens de pouvoir être pris en charge par un centre expert avec un relais en proximité de gens qui travaillent ensemble. Parce que l'Île-de-France, Garches, tout ça, c'est bien. Nous, c'est très grand, la région. Donc si vous habitez près de Reims et que vous devez aller à Strasbourg, par le train, je ne vous dis pas, c'est hyper compliqué. Et le pire, c'est Châlons. Et puis, faire de la formation, parce qu'on a un programme national de soins actuellement. Donc, il faut qu'on ait des outils de formation, qu'on ait des outils de relais pour les ergothérapeutes, les jeunes, dans les formations, et puis qu'on puisse éventuellement accumuler des données pour faire de la recherche-action sur cette pathologie et ses conséquences. Alors, les moyens utilisés, j'ai beaucoup apprécié, monsieur, vous avez mis en place ce qu'on mettait à l'époque, les plaquettes, tout ça, c'était vraiment nouveau pour l'époque en Île-de-France. Et nous, on essaie de faire de la nouveauté. C'est-à-dire qu'on a la chance en Grand Est d'avoir un système de partenariat et on développe notre propre organisme Pulsi qui permet de vous faire un site web qui, à votre convenance, ils sont en train de travailler avec Pulsi depuis quelques mois, où on peut tout avoir, des messageries partagées, un intranet, des outils, tout est sécurisé. Donc c'est votre site web
avec possibilité que tout ce qui a été fait pour vous puisse rentrer dans Parceo. Parceo, c'est un logiciel de coordination qui est partagé par les médecins, par votre médecin, par vous. Et donc, et messagerie sécurisée. Donc, on peut tout récupérer, on n'est pas obligé d'attendre le courrier. Et si vous acceptez que vos données de tout ce qui a été fait par le centre ou par le réseau, si vous donnez votre accord, ça va dans Parceo. N'importe quel médecin que vous allez voir, il pourra accéder à Parceo et il verra que, ah oui, vous êtes suivi, ah donc il faut faire attention, y compris anesthésie, chirurgien, etc. Donc c'est un outil fantastique qui est en place depuis l'an dernier, que nous, on a commencé à développer aussi pour la sclérose en plaques. Et le retour que j'avais hier, c'est qu'après 3 mois d'utilisation, ils sont estomaqués. Donc ça gagne du temps pour tout le monde. Et vous, ça vous rend maître de vos données, en fait. Et Parceo, P-A-R-C-E-O, e-parcours. C'est notre outil de coordination des parcours. Et si vous donnez l'autorisation à Parceo, il vous met directement dans votre dossier santé, ma santé, il vous met tous les éléments. Donc, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de revenir avec toute votre histoire. Si vous êtes en vacances, voilà, vous pouvez même avoir une extraction de Parceo. Donc, nous, on veut utiliser ces outils numériques parce qu'on voit bien que ça facilite. Parce que former de jeunes médecins, c'est bien, mais des médecins, il y en a de moins en moins. Donc, on a quand même besoin de coordonner au mieux pour qu'on puisse avoir des réserves. Les infirmiers ont accès à Parceo, peuvent remplir Parceo. Votre kiné peut remplir Parceo. Vous pouvez avoir tous les éléments, tout ce qui vous a été fait, de tout, voilà, le bilan et autres. Donc, on développe, enfin, ils sont en train de construire ça. Je crois qu'ils sont contents. Vous nous direz juste dans la discussion, monsieur Martinet. Et puis, les moyens mobilisés, c'est l'expertise partagée. Donc, nous, on renforce le centre Louis Perquien avec ce qu'on avait estimé comme ressources supplémentaires nécessaires. Donc, une ergothérapeute expérimentée qui va coordonner tout ce projet. Elle est quelque part. Vous pouvez lever la main ? Ah ben voilà, elle est là-bas. Du temps médical supplémentaire, monsieur Martinet. Du temps social aussi, hein, parce qu'on a besoin d'avoir une assistante sociale qui connaît bien, qui puisse faire les coups de fil à la MDPH, expliquer, qui puisse former les MDPH. Et puis surtout, il a été estimé au minimum 5 patients experts dans la région. On a besoin d'avoir 5 patients experts qui peuvent accompagner, qui peuvent... Voilà. Donc, vous verrez un peu comment vous faites, mais on aimerait bien qu'ils soient un peu partout dans toute la région. Puis on verra s'il y en a plus qui va être patient expert. Un patient expert sur des petits territoires, chez nous, comme l'Aube et tout, c'est difficile parce que voilà, mais on pense couvrir à peu près la région. Et puis les partenaires. Donc l'expertise, elle va être partagée avec des partenaires, mais les partenaires vont remonter des informations. Donc c'est un échange complexe, hein, tout le temps pour augmenter la connaissance de tout le monde et donc vous permettre d'avoir un meilleur parcours et un parcours coordonné. Donc voilà, il faut que tout le monde imbrique pour que ça fonctionne pour vous. Et puis l'accompagnement, gouvernance du projet, c'est un projet très innovant. Ça n'a pas été fait encore. Donc on innove en Grand Est et on a besoin de pouvoir partager, capitaliser avec les autres. Donc comité de pilotage, comité opérationnel. Et puis nous, on financera une évaluation externe parce qu'on est trop impliqués. Monsieur Martinet, monsieur Cordier, moi-même et même l'ARS. Et donc, comme c'est dans un projet innovant, il est toujours prévu qu'on fasse une évaluation externe pour pouvoir, non pas dire c'est bien, c'est pas bien, non, pour pouvoir partager les difficultés qu'il y a eu, les freins, pour que les autres puissent s'en saisir, pour capitaliser et éventuellement généraliser dans d'autres régions. Et puis donc un soutien financier de l'ARS Grand Est pour innover. Et donc ça, c'est dans le cadre de notre politique de transformation des organisations au niveau des usagers. Donc nous, on a, pour ceux qui connaissent, un article 51 national-régional pour des choses qui sont bien matures, et voilà. Mais on a aussi cette possibilité de développer en régional dans l'idée de capitaliser, dans l'idée d'expérimenter, de passer en cours commun. Voilà, donc Madame Quéret avait dit oui, sous condition que le dossier comporte Pulsi, etc. On a examiné le dossier, il a tout, donc voilà, c'est go. Et donc cette plateforme va progressivement se mettre en place, ses numéros, etc. Et puis voilà, vous pourrez aussi voir un peu comment vous l'appropriez. Donc c'était pour montrer une histoire, on est parti de vos besoins. Identifier un parcours, c'était pas si simple. Et donc, voilà, c'est quelque chose qu'on va peut-être reprendre pour d'autres maladies rares, puisqu'en fait, on voit bien que vous êtes très solidaires, mais que pour les institutions, quelque part, vous êtes un peu invisibles. Voilà, parce que vous n'êtes pas assez nombreux. Merci.
Merci. Merci beaucoup, docteur Noël Martinet et docteur Pin, pour votre excellente présentation en partant des besoins et en faisant des propositions prometteuses. Franchement, c'est un beau projet et ça donne de l'espoir. J'espère que ça va se généraliser dans la France entière, pas seulement dans le Grand Est, mais c'est déjà un bon début. Donc, parole à la salle. Donc, si vous voulez savoir un peu ce que c'est Parcéo, il y a la coordinatrice qui est déjà là avec des étudiants ergothérapeutes. Voilà, ça a commencé le 1er avril, hein, donc leur laisser le temps de monter en puissance. Oui, moi je voulais demander le lien entre Arceo et Mon Espace Santé que les CPAM lancent un peu sur divers territoires. Je vois pas. Alors, ne vous inquiétez pas, Parcéo est connecté à Mon Espace Santé. Donc tout ce qui sera mis dans Parcéo pourra aller dans Mon Espace Voilà, Santé. ça sera conjoint. Ils sont interconnectés. C'est un système public. Si vous voulez, c'est pas une application smartphone privée. Le GIP, hein, c'est un groupement d'intérêt public. Pulsi, c'est l'ARS plus c'est quelque chose de public. Et donc, ils sont interconnectés avec Ma Santé. D'accord. Parce qu'au niveau de l'association, c'est vrai que moi, je suis dans une autre région. On incite un peu les adhérents à créer leur espace santé. Et je voulais voir un peu comment ça pouvait s'harmoniser. Là, on encourage les gens à ouvrir leur espace santé quand ils sont sur Parcéo, parce que c'est automatique. Et on fait ça pour beaucoup de choses. Beaucoup d'examens passent directement et sur Parcéo et sur Mon Espace Santé. Voilà. Donc, Mon Espace Santé, il vous appartient. Parcéo, il peut être connecté avec plein de gens. Vous donnez l'accord.